C'est l'histoire d'une grande séductrice au passé trouble. C'est une belle femme, c'est une grande femme, blonde, qui ne manque pas de charme. Je dirais plus je pense une vraie présence. On verra qu'elle a un parcours particulièrement chaotique, cette dame. L'histoire d'un mariage avec un homme âgé et riche, très riche. Elle était mariée le 6 septembre 2002 à un monsieur qui avait été âgé de 78 ans. Donc là, on n'y croit pas, quoi. C'est riche de sens, c'est riche d'émotions, c'est riche d'une manière générale. L'histoire d'un accident de voiture sur une petite route d'Espagne. Quand on a connu le cas à l'Espagne, quand ça a explosé, on l'appelait l'affaire de la veuve joyeuse, parce que c'est une affaire avec d'ingrédients cinématographiques. On a tous vu des films comme ça, enfin, c'est d'une banalité. C'est l'histoire d'un triangle amoureux, le mari, la femme et l'amant. Au début, je dis non, c'est pas possible, c'est pas, hein, ma mère peut pas faire ça, mon père non plus. Enfin, d'être soupçonné d'avoir fait ça. Jean-Claude Vaz est un dieu en psychologie, c'est un nul au lit. Tout ça, c'est un scénario qui était quand même assez machiavélique, quoi. Comment Dominique a rencontré Simon? Qui est l'amant? Comment la justice les a démasqués? C'est le récit de l'incroyable crime de la veuve noire de Tordesillas. À 200 km au nord de Madrid, dans la région de Valladolid, Tordesillas. 9000 habitants, intérêt touristique, néant. Nous sommes le 12 juillet 2003. À 15h09, la Guardia Civile, l'équivalent de notre gendarmerie, reçoit un appel au secours. Sur la route nationale 122, en direction de Zamora, un grave accident de voiture est signalé. Les premières informations que l'on a obtenues en arrivant sur place, c'est qu'il s'agissait d'un homme qui a été renversé sur la route nationale 122 par une voiture qui a pris la fuite. Le premier témoin, c'est un Espagnol. C'est un gars qui s'appelle David Prieto. Il arrive, il voit une femme qui fait des signes, l'air affolé, au bord de la route, qui lui demande de s'arrêter. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une voiture, c'est la Peugeot 406 du couple, qui est arrêtée. Il voit un corps allongé derrière la voiture, sur le fossé, près du fossé, quoi. Et il voit cette femme qui a l'air affolée et qui lui dit on vient de se faire heurter par un chauffard, un 4x4 qui est parti, qui a pris la fuite, quoi. Les secours arrivent, mais il est trop tard. Un homme de 77 ans gît sur la chaussée. Il est français, il s'appelle Simon Jochimec. Monsieur Jochimec est mort d'un coup sur l'arrière du crâne, typique d'une chute à la renverse, mais hormis cela, aucune fracture. Je veux dire par là, aucune fracture des membres, notamment pas des genoux, et aucune fracture des côtes, pas du sternum. Le choc s'est donc produit à vitesse modérée. Le corps de Simon Jochimec est transporté à l'hôpital le plus proche. La mort ne peut qu'être constatée. Sa femme, seul témoin de l'accident, est entendue en face dans les locaux de la Guardia Civile. Elle s'appelle Dominique Louis, elle a 45 ans. Ils vont entendre cette veuve qui a l'air éplorée, voilà, qui leur donne cette version du chauffard. Et puis finalement, les enquêteurs espagnols vont se laisser abuser très rapidement. Elle a dit qu'elle parlait mal espagnol, mais on apprendra plus tard qu'elle le parlait parfaitement. C'est de la panique, c'est du désarroi, je suis seul, loin de chez moi, un drame vient d'arriver, comment fait-on? Voilà ce que les enquêteurs de la Guardia Civile comprennent. Simon et sa femme Dominique ont quitté Lyon quelques jours plus tôt pour un circuit touristique en Espagne. Une de leurs étapes est cet hôtel de luxe de la chaîne Parador à Tordesillas. La nuit dans cette hacienda coûte près de 300 €. Ce 12 juillet, après déjeuner, le couple quitte l'hôtel pour rejoindre la ville de Zamora, distant d'une quarantaine de kilomètres. Dominique est au volant.
Curieusement, à la sortie de Tordesillas, elle n'engage pas la voiture, une 406 Peugeot, sur l'autoroute pour Zamora. Elle contourne le rond-point et s'engage sur la nationale 122. Cette petite route droite est parallèle à l'autoroute et n'est guère fréquentée que par quelques riverains. Hasard ou volonté justement qu'il n'y ait pas de trafic, qu'il n'y ait pas de monde, c'est curieux qu'ils aient emprunté ce chemin quand même. Dominique roule quelques minutes. La route est droite, le soleil aveuglant, la circulation nulle. En Espagne, c'est l'heure de la sieste. Puis ici, 19 km après le départ, à l'approche de la borne 407, Dominique stoppe la voiture. Elle a déclaré qu'elle était en train de conduire, que Jochimek était à ses côtés, qu'elle avait la roue arrière gauche dégonflée ou crevée. Comme n'importe qui l'aurait fait, elle s'arrête sur le bas-côté, elle va demander à son mari, Monsieur Simon Jochimek, de descendre, voir ce qui se passe. Donc celui-ci, bien sûr, s'exécute. Sur cette route déserte, un 4x4 surgit derrière, sur la même file. Simon, du côté de la route, est maintenant penché sur le pneu. Et soudain, c'est le choc. Simon est frappé de plein fouet. Il est maintenant à terre sur la chaussée. Et puis je regarde dans le rétroviseur, je vois plus personne. Et je vois à ce moment-là un 4x4 qui passe à folle allure. Et je me rends compte que mon mari est à terre. On retrouvera monsieur Simon Jochimek avec des traces de pneus. Hein. Alors je ne sais plus bien sur quelle partie du corps parce que l'enquête a été longue et sinueuse. Mais c'est vrai qu'on va retrouver effectivement les traces de ce 4x4. La Guardia Civile va patrouiller sur les grands axes de la région, à la recherche du fuyard en 4x4 gris. Sans succès, les enquêteurs sont surpris, ils s'en ouvrent à la veuve. Alors, certains enquêteurs lui ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'un assassinat. Mais qu'est-ce que vous me dites? Je viens de perdre mon mari, moi j'en sais rien. Car un fait encore plus étrange intrigue les enquêteurs. Sur la route nationale 122, au kilomètre 407, la chaussée n'est marquée d'aucune trace de freinage. Le plus important, aucune trace de pneus sur l'asphalte. Quand on essaye d'éviter quelqu'un, on laisse au moins des traces de freinage, surtout sur une route pareille, où il y a tant de visibilité. L'autopsie ne révèle rien de particulier. Alors le corps de Simon Jochimek est rendu à sa femme. Et 48 heures plus tard, elle obtient le permis d'inhumer. Elle décide de l'incinérer ici, à Tordesillas. Le processus d'incinération n'a plus qu'à suivre son cours. Et le corps de Simon va être incinéré en Espagne, quoi. Et elle va très rapidement ramener les cendres, rapporter les cendres dans la région de Lyon. Elle va disséminer les cendres dans la Saône. Et donc voilà, premier acte, l'accident, l'incinération, et puis plus rien, quoi. Le 15 juillet 2003, Dominique est de retour à Lyon, seule et veuve. Fin de l'histoire. Drôle de fin pour une drôle de vie. Né en 1927, Simon n'a connu qu'une femme dans sa vie, sa mère. Il n'a jamais quitté sa chambre d'enfant et à la retraite, c'est toujours ce qu'il est convenu d'appeler un vieux garçon. Monsieur Simon Jochimek, c'était quelqu'un, d'abord c'était un fils unique, qui était sous l'emprise de sa mère. C'est un célibataire, vieux garçon typique, endurci. À un moment donné, donc c'est un copain à lui qui raconte que sa mère l'avait engueulé à plus de 60 ans parce qu'il était rentré trop tard. Donc c'est pas le genre de gars qui multipliait les aventures, quoi. Les Jochimek sont des commerçants. C'est ici, à 2 pas de la place Bellecour, qu'ils tiennent en famille le Palais du Bas. Articles de bonneterie, vêtements pour femmes. Une affaire qui ferme en 1975. Mais grâce à des placements judicieux, la mère Jochimek est très riche, pas son fils. On sait qu'il y a plusieurs millions d'euros de fortune à travers différents placements. Il y a une assurance vie, il y a un compte en Suisse
où il y a plus de 4 millions d'euros, ça s'est dit au procès, il y a quand même une fortune qui est le résultat d'une vie entière, même de 2 générations de commerçants, quoi. M. Simon Jochimec, c'était l'héritier, si vous voulez, très riche, mais qui n'a pas du tout profité pendant que sa mère était vivante, et elle est morte très très vieille, hein, très âgée, qui n'a pas du tout profité de cette fortune. Madame Jochimec décède à plus de 95 ans. Simon, qui n'a pas d'autre famille proche, hérite enfin en 2001. Il a commencé sa vie à 75 ans. Il y a un côté vieil homme indigne, vous voyez, qui décide sur le tard de faire tout ce qu'il n'avait pas fait par le passé. Quelques semaines plus tard, Simon rencontre Maude. Maude, c'est ainsi que se fait appeler à l'époque Dominique Louis. Il en tombe éperdument amoureux. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs. Entre le décès de sa maman, au moment où il touche l'héritage, très rapidement, il va rentrer en contact avec Dominique Louis, et très rapidement, il y a une liaison qui va s'instaurer entre eux deux, quoi. Et en moins de 3 mois, Maude et Simon décident de se marier. L'union est célébrée à la mairie de Lyon, en catimini. Le tout en 2 heures est expédié, quoi. Et c'est un mariage où il y avait peut-être 4 personnes présentes. Ils avaient recruté des témoins de manière très, on va dire, rapide, un peu secrète, quoi. Le témoin, c'était l'ancienne propriétaire de l'appartement. Et l'autre témoin, c'était un monsieur qui tenait une maison de la presse dans le quartier, quoi. C'est en apparence un mariage d'amour. Il va lui apporter quelque chose qu'elle n'a jamais connu dans sa vie, à savoir un peu de repos. Elle lui fait croire qu'elle est amoureuse. Elle n'a pas besoin de faire croire, Dominique. C'est quelqu'un qui a une voix qui est extrêmement charmeuse. Une voix douce, qui a une voix vraiment qui peut charmer un homme. Elle a une certaine façon de dire « mon chéri ». Simon Jochimec pouvait très bien croire pouvait se persuader qu'elle était amoureuse de lui. Simon n'épouse pas une oie blanche, il le sait. Quand Simon annonce enfin son mariage à ses amis, c'est le scandale. On va le lui reprocher, hein, ses amis le mettent en garde, en lui disant, enfin regarde un petit peu comme vous êtes mal assortis tous les deux. Elle est grande, elle est blonde, toi tu es déjà âgé. Et il y en a un de ses potes qui dit « mais tu vas te faire avoir. Si elle va se marier avec toi, c'est pour ton argent, c'est pour ton fric, c'est pour rien d'autre. » Il le prévient. Pourtant, quelques jours plus tard, Simon offre à Dominique procuration complète sur tous ses comptes. Il n'y a pas de contrat de mariage. La procuration, c'est l'évidence par rapport à cette absence de contrat de séparation. Et je crois qu'il y a dans cette procuration une volonté qui est une volonté complètement affichée sur le plan patrimonial de faire de Dominique son héritière. Ils vont acheter une maison à Santa Pola, sur la côte espagnole. Donc c'est une jolie petite villa au bord de mer qu'ils achètent pour 800 000 € de cet ordre-là, je crois. Donc par un transfert d'argent depuis la Suisse. Hein. Donc ils vont acheter effectivement une maison. Ils vont acheter aussi pas mal de véhicules là-bas. Mais Simon n'est pas au courant de tout. Parce qu'il y a des achats qui lui échappent. Hein. Il y a quand même des dépenses dont il n'est pas au courant, quoi. Hein. Il n'est pas au courant de tout, Simon. 10 mois plus tard, le couple de jeunes mariés décide de partir en vacances en Espagne. Nous sommes en juillet 2003. Ils prennent la route. Simon Jochimec, 77 ans, ne reviendra jamais de ce voyage. Août 2003. Dans l'appartement lyonnais de Dominique et Simon, le téléphone sonne. Ce sont des amis du couple qui veulent des nouvelles. La veuve leur annonce alors la mort de Simon. Le problème, c'est qu'elle va
donner donc plusieurs versions. Elle va parler d'un lieu qui n'est pas celui-là. Elle va parler à d'autres personnes, peut-être pour dissiper les soupçons. À l'entourage de Simon à Lyon, elle va parler de Bagnères de Bigorre dans les Pyrénées. Peut-être pour éviter de se poser des questions, quoi. Et ça, c'est ce qui va la perdre. Ils veulent rendre un dernier hommage à Simon. Mais Dominique leur apprend qu'elle l'a incinéré et jeté ses cendres dans la Saône, conformément à ses dernières volontés. Chez certains, c'est l'étonnement. L'élément qui a le plus compté et qui a créé la suspicion, c'est qu'il était juif et qu'on ne comprenait pas très bien comment elle avait pu prendre la décision de l'incinérer, alors que dans la religion juive, il est proscrit de passer les corps au crématorium. Dominique a toujours dit que Simon, qui avait parlé de ce que pourrait être sa mort, avait dit qu'il souhaitait être incinéré. Ça va être un petit peu l'aspect récurrent du discours de Madame Dominique Louis, qui, à mon sens, je pense, va être l'élément déclenchant pour transformer cet accident banal en enquête criminelle. Les bizarreries s'accumulent autour de la mort de Simon. Et aux environs du 10 août, la police judiciaire de Lyon va recevoir un bien étrange appel. Comment l'enquête démarre? C'est un coup de fil un jour à un policier de permanence à la police judiciaire de Lyon, la brigade financière, qui reçoit un coup de fil un appel anonyme un peu curieux qui lui dit ben voilà, notre ami Simon Jochimec est décédé, vous devriez vous renseigner. On dit qu'il est mort d'un accident de voiture à Bagnères de Bigorre. Nous, ça nous paraît curieux, quoi. Le policier consciencieux va procéder à des vérifications. Aucun accident mortel n'a été signalé à Bagnères de Bigorre. Et il va pousser un petit peu, il va se renseigner sur la personnalité de la victime, sur son entourage, et il va se rendre compte qu'il y a eu un mariage quelques mois avant. Il va se rendre compte qu'il y a une fortune donnée à la banque, et qu'à la banque elle-même, on a donné plusieurs versions de l'accident, des versions qui ne collent pas. Et voilà, et c'est comme ça que l'enquête démarre. Les soupçons du policier atterrissent sur le bureau du juge d'instruction Draghi Charakik. Je suis saisi sur un a priori qui est celui du procureur de la République, qui est une direction d'enquête très générale qui ne lit pas le juge d'instruction. Il aurait parfaitement été possible dans une affaire comme celle-là d'accident de la route de finir sur un homicide involontaire ou une non-assistance à personne en danger ou n'importe quoi d'autre. Le juge d'instruction veut en savoir plus sur cette veuve. Ce qu'il va découvrir est pour le moins étonnant. Donc vous devez faire le curriculum vitae de la personne et savoir qui elle a été du début de sa vie jusqu'au moment où vous l'avez mise en examen. C'est la moitié du dossier. Donc si cette moitié est incomplète, vous avez un dossier qui est incomplet. Il y a des curriculums plus étonnants que d'autres quand même. Ah bien entendu, les gens, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier, les gens sont tellement divers et tellement surprenants que moi je ne m'ennuierai jamais, ça c'est sûr. Né en décembre 1958 à Strasbourg, Dominique Louis entre à l'âge de 22 ans dans la police. Elle va passer le concours de gardien de la paix, qu'elle va réussir assez brillamment d'ailleurs. Elle va être gardien de la paix à Lyon dans plusieurs commissariats pendant quelques années. Et là, très rapidement, elle va tomber dans la prostitution. Il va y avoir des problèmes d'argent. Mais des problèmes d'argent assez considérables, un endettement qui est un endettement énorme. Elle va passer des annonces par le Minitel Rose à l'époque. Elle va passer des annonces, répondre à des annonces, développer cette activité, ce qui va lui valoir d'ailleurs une démission arrangée de la police. C'est une forme de révocation. Elle est révoquée de la police, elle ne veut pas rendre son arme, c'est le commissaire qui vient chercher son arme de service. Devenue officiellement accompagnatrice de voyages organisés, Dominique s'installe dans ce petit appartement lyonnais en rez-de-chaussée. Elle y reçoit ses clients, de riches retraités qui la dépannent plutôt qu'ils ne la payent. On ne sait pas si Simon Jochimec fut du lot.
c'est une call girl, c'est pas une prostituée, c'est une façon, si vous voulez, de vivre où vous avez sa relation humaine avec les autres, ce qui se passe dans sa vie. Les seuls gens qu'elle fréquente, ce sont ses clients. Il y a eu une année où c'était, j'ai plus le chiffre, je crois que c'est plus de 100 000, à l'époque c'était en milliers de francs, il y avait plus de 100 passes dans l'année. On aurait dit que même la rencontre avec monsieur Jochimec avait été réfléchie, calculée par Madame Dominique Louis, qui évoluait quand même dans un milieu de vieux monsieur très riches. Après le décès de Simon, les enquêteurs constatent aussi de gros mouvements bancaires sur les comptes. Le juge Dragiša Rakić décide alors de mettre la veuve sur écoute. Placer quelqu'un sous écoute téléphonique, c'est certes une atteinte à sa liberté, mais c'est aussi quelque chose qui est indispensable pour connaître cette vérité. Si vous venez de dire à quelqu'un « Bonjour monsieur, je crois que vous êtes un malfaiteur, il faudrait que vous me disiez ce que vous avez fait », vous n'avez évidemment aucune chance que ça d'arriver à la vérité. Donc il faut quand même faire un certain nombre de choses de manière secrète. Les écoutes vont se révéler fructueuses. La veuve appelle quotidiennement un homme. Les policiers de la PJ à Lyon, ils vont mettre en place des écoutes téléphoniques, des surveillances. Ils vont identifier son amant, Jean-Claude Vaz, et là, ils vont dérouler le fil et ils vont aller de découverte en découverte. Jean-Claude Vaz est né en 1946 près de Belfort. Cet ouvrier dans une usine de solvants se marie en 1978 avec la sœur de Dominique Louis. C'est un homme tout à fait commun, hein, quelqu'un qui travaillait, qui s'est marié, qui a eu 3 enfants. Dans la famille, il était perçu, Jean-Claude Vaz, comme quelqu'un qui était... Il y a des témoins qui viennent le dire, qui était un peu mythomane. Il racontait, par exemple, Maria, sa femme, Michel, il prétendait que c'était la fille du général Massu, quoi. Voilà. Donc il s'inventait des trucs un peu extraordinaires, quoi. Rapidement va se nouer. Alors est-ce que cela remonte à plus tôt, ça c'est une autre question, mais va se nouer une relation de Dominique avec celui qui est le mari de sa sœur et qui est aussi le père des enfants de sa sœur. C'est pas fréquent, ça, c'est pas courant. Pendant des années, la relation entre beau-frère et belle-sœur est tenue secrète. Et lorsque Dominique Louis est enceinte en 1986, il faut bien inventer une histoire. Elle dit que l'enfant, je ne me souviens plus de ce qu'elle dit, que c'est un enfant qu'elle a eu avec, je crois, un commissaire. Même à un moment donné, elle parle d'une liaison qu'elle a eue avec un commissaire. Mais en 1993, le scandale éclate dans la famille. On a découvert que Olivier était bien le fruit de la liaison entre Dominique Louis et Jean-Claude Vaz, et qu'à ce moment-là, l'épouse n'a plus pu tolérer cette situation. Donc à ce moment-là, on imagine qu'elle a mis tout le monde à la porte, et à ce moment-là, ils partent tous les deux. Jean-Claude Vaz, de santé fragile, décide d'emménager en Espagne avec son fils Olivier. Il se révèle dans un rôle de père parfait. Il s'occupait toujours de moi, il me prépare les petits déjeuners, ou les plans d'entraînement en course à pied, des tartines, de tout. J'ai vraiment fait tout avec lui, quoi. Passionné de sport, Jean-Claude destine son fils à une carrière de champion. J'ai quitté l'école à 11 ans pour faire du karting professionnellement et du sport, surtout du sport. Et en même temps, j'ai quitté l'école. Donc après, c'était des cours particuliers et après, c'était fini, quoi. Et il pensait qu'Olivier Vaz pourrait être un grand champion. Voilà. Donc il a utilisé avec lui des méthodes que peut-être on voit parfois aux États-Unis, dans certains milieux. Olivier n'apprendra que tardivement l'histoire d'amour compliquée de ses parents. On m'a toujours présenté comme quoi j'avais 2 frères et une sœur. Et c'est qu'après, avec le temps, quoi, que je sais que par rapport à qui s'était marié avant et qui l'était après,
que c'était mes moitié cousins, moitié frères. Olivier Vaz est un garçon qui a nécessairement beaucoup souffert de cette situation globale. Je crois qu'il avait une relation très positive avec son père, mais la distance qu'avait sa mère pendant toute son enfance, son adolescence, l'a sans doute beaucoup marqué. Dominique voit son fils 2 semaines par mois. Officiellement, la police lui a aménagé ses horaires de travail. Toi, tu croyais que ta mère était toujours policière? Oui, là-bas, en fait, m'a dit, moi je m'arrange. Et là-bas, je travaille toujours un peu. Bon, elle n'était pas rien là-bas, mais elle travaillait pour autre chose, en fait. Et sur ça, elle devait y aller tous les 2 semaines en France. Et elle revenait 2 semaines en Espagne, c'était pour ça. C'était trouver un moyen de continuer un peu de travailler. Et mon père, lui, touchait la retraite, plus le RMI, je crois, un truc comme ça. Pour arrondir ses revenus, Jean-Claude Vaz se livre à quelques petits trafics, comme la revente de 4x4 entre l'Espagne et la France. Lui, il vit de voitures, il fait un petit business de voitures. Il achète des voitures d'occasion et il les revend. Et voilà, il a un petit commerce de voitures, mais qui n'est pas déclaré, qui est en dehors de toute activité. Véritablement, il n'a pas un garage. Un mode de vie totalement marginal, totalement immoral, si on veut, s'était organisé, qui lui convenait. En 2002, subitement, la vie s'améliore. Olivier et son père déménagent dans une belle villa en bord de mer à Santa Pola. Une maison achetée en réalité par sa mère avec l'argent de Simon Jochimec. C'était une grande maison, quoi. Et moi, il faisait 2000 mètres, le terrain faisait 2000 mètres carrés. Il y avait une piscine de 8 mètres sur 10 mètres, il y avait un court de tennis, la maison faisait 44 mètres carrés sur 2 étages. Donc forcément, ça change d'un petit appartement, quoi. Fin 2003, les enquêteurs savent déjà tout de la double vie des amants maudits. En enquêtant sur le trafic de voitures de Jean-Claude Vaz, ils vont découvrir qu'il a offert un 4x4 à un de ses fils, issu du précédent mariage, quelques jours après l'accident de Simon Jochimec. Lorsqu'il y a un élément, ce qu'on appelle un indice matériel ou un élément matériel aussi important, on le cherche. Je peux vous garantir qu'on le cherche, et on le cherche sur des zones géographiques extrêmement étendues. Ensuite, les enquêteurs vont retrouver le fameux 4x4. D'ailleurs, dans leur première... C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est vrai qu'elle parle... C'est là aussi où elle fait une erreur. Elle dit c'est un 4x4 qui a renversé mon mari. Elle aurait pu dire autre chose, quoi. C'est là où après ça va coller. Ils vont retrouver des 4x4, notamment un 4x4 utilisé par Jean-Claude Vaz à cette époque-là. Olivier se souvient de ce véhicule. Il se souvient surtout que mi-juillet 2003, son père en a subitement changé les pneus. Et puis, une fois arrivé à la maison, 2-3 jours après, il fait changer les pneus du 4x4. C'était lui qui me disait que c'était usé. Donc on les a changés, on a mis 4 pneus neufs. Ils étaient usés ou pas? Personnellement, je m'en souviens plus trop. Donc non, ça allait, quoi. C'est les 4x4, même un peu usés, quoi. C'est quand même des grosses roues, donc impressionnant. Donc pour moi, ils n'étaient pas trop usés, mais bon, il m'a dit qu'il voulait mieux les changer parce qu'il avait toujours peur d'un accident, donc pour la sécurité, il voulait les changer. Ils ont récupéré les vêtements de la victime où il y a une trace de pneu qui correspond à un 4x4 acheté et utilisé par le couple. Donc tout ça, mis bout à bout, c'est un peu un pulse qu'ils sont en train de mettre en place et qui fait qu'il y a des charges. L'enquête, toujours secrète, va bientôt passer la vitesse supérieure grâce aux écoutes téléphoniques. Dans une conversation entre Jean-Claude et Dominique, enregistrée en janvier 2004, une phrase terrible sonne comme un aveu de leur crime. Ce qui est intéressant dans cette conversation, c'est que c'est une conversation, si mes souvenirs sont bons, qui se tient un soir où elle est sortie. Et où elle est rentrée pas très tard, elle a dû rentrer à 23h. Et où elle se fait engueuler, mais elle n'arrive pas à en placer une. Et elle dit, mais enfin, mais tu m'avais dit que je pouvais sortir. Et elle se fait maltraiter. Il est très inquiet parce qu'elle rentre tard. Bon. Et là, elle lui dit, mais oui, on n'a pas fait tout ça pour en arriver là. Mais enfin, on n'a pas fait tout ça pour ça. Alors là, cette phrase est en exergue des rapports de police en disant « Voilà, c'est un aveu déguisé, soyons sérieux ».
c'est faux. Elle peut très bien parler de toute leur vie passée, tout ce qu'ils ont fait pour élever Olivier, n'est-ce pas, en marge, dans le secret. Et quoi, ils se sépareraient maintenant? On n'a pas fait tout ça pour ça. Les gardes à vue sont proches. Seul problème, l'extradition de Jean-Claude Vaz qui ne quitte pas l'Espagne. Lorsque vous demandez l'arrestation de quelqu'un, vous devez exposer les éléments du dossier. Vous devez fournir aux autorités espagnoles en l'espèce les éléments leur permettant de trancher. Est-ce que c'est bien la bonne personne? Est-ce qu'il y a des éléments suffisants? Et est-ce qu'elle peut ensuite autoriser son arrestation de son extradition? La procédure est parfois longue et comporte un risque de fuite. Et précisément, c'est ce que les enquêteurs craignent. Car mi-janvier 2004, le couple vient d'acheter des billets d'avion en aller simple pour le Canada. Ils ne savaient pas s'ils voulaient s'installer ou pas, ils hésitaient, comme mon père est assez frileux et puis moi aussi, donc moi il fait quand même assez froid là-bas. Donc au début, ils voulaient visiter, rester 2-3 semaines là-bas, et regarder éventuellement les maisons qu'il y avait. Donc pour l'instant, c'était moitié visite, moitié pour voir les appartements ou les maisons. Il faut agir. Le juge a un plan. Le 20 janvier, Dominique Louis quitte son appartement de Lyon, s'engouffre dans un taxi, direction l'aéroport de Saint-Exupéry. Là-bas, les enquêteurs l'attendent. Ils vont décider l'interpellation et très précisément au moment où elle va poser sa valise sur le tapis roulant de l'embarcation, c'est à ce moment-là qu'ils lui mettent la grappin dessus et ils la mettent en état d'arrestation, quoi. Elle avait son anorak rouge, elle était très bien habillée, en fuseau, elle partait au Canada avec pas mal d'argent liquide sur elle. Je crois que c'est M. De Souza qui l'arrête en lui disant « perdu ». Mais l'interpellation, elle s'arrête. Elle s'arrête avec une valise qui ne part pas sur le tapis roulant et un avion qui décolle sans elle. À Montréal, Jean-Claude et son fils attendent l'arrivée de Dominique en vain. Elle a dit tiens, elle a peut-être loupé son avion. Et puis bon, nous, on n'a aucun moyen de savoir. Puis bon, on n'a pas de téléphone là-bas. Donc on a attendu, il restait encore 2 avions qui venaient de Lyon. Et on a attendu les 2, mais elle n'était toujours pas dedans. Et le but du jeu, c'était quand même d'obtenir son retour, quoi, pour les enquêteurs. Donc il va être sans nouvelles. Et à un moment donné, ils vont le laisser un petit peu dans le doute et l'incertitude, et il va revenir en Europe, il va atterrir à Barcelone, et c'est au moment de son retour à Barcelone que lui, à son tour, est arrêté, quoi. Et là, il y a un membre de la Guardia civile qui demande, ouais, c'est bien vous, Olivier, Jean-Claude, il dit oui, suivez-nous. Donc ils nous ont emportés, ils nous ont emmenés dans des bureaux de l'aéroport de la sécurité là-bas. Et là, après, ils ont montré comme quoi il y avait un mandat international d'Interpol contre mon père. Donc là, ils l'ont fouillé, ils ont mis les menottes, et après, je sais pas, moi je suis parti avant. Moi, ils m'ont donné, j'ai pu récupérer ma valise, ils étaient déjà occupés. Ils m'ont pris ma valise, ils m'ont dit, une voiture de police vous amènera dans un foyer, sans me dire de plus. Donc après, je suis parti là-bas, et après, mon père, j'ai pas eu de nouvelles pendant 2-3 jours de lui. Jean-Claude Vaz est extradé à Lyon. Il y retrouve Dominique Louis. Les 2 amants sont mis en examen, écroués. L'affaire éclate dans la presse espagnole uniquement. En Espagne, il y a une répercussion. En Espagne, ce crime a eu une répercussion incroyable, car dans cette histoire, il y a tous les ingrédients d'un film. Une belle femme de 45 ans qui se marie dans un mariage express avec Jochimek peu de mois avant l'accident, alors qu'il a 31 ans de plus qu'elle. Et avec un amant, avec un plan diabolique, pour le faire mourir dans un accident qui est comparable avec un film d'Hitchcock. Pourtant, les amants maudits, comme on les surnomme maintenant, nient tout. Première déclaration, premiers interrogatoires,
C'est le mutisme absolu, c'est les dénégations complètes. Elle nie. Et dans le juge d'instruction, elle va nier. Et elle va dire c'est un accident. Et elle va dire cela pendant des mois. La perquisition dans la maison de Santa Pola en Espagne est riche d'enseignements. Dans le coffre de Jean-Claude Vaz sont saisis des livres de comptes, un agenda. Il y a des comptes, et puis il y a surtout un agenda, enfin c'est un véritable agenda de tous les clients de Dominique Louis. Avocat en retraite, vicelard, il y avait bateau, notaire, etc. Donc on a l'impression que pétrole plus paysan. Donc il y a une sorte de ciblage en fait des clients. Voilà. Donc la question lui est posée, mais vous êtes son proxénète, vous tenez le journal de son activité ou quoi? Je dis mais pas du tout. Je n'ai jamais perçu 1 franc de son activité de prostitution, je n'ai jamais tenu le compte de ses clients ou amants, elle faisait ce qu'elle voulait, elle était totalement autonome. Ce que j'ai écrit là, c'est sous sa dictée. Elle dit mais pas du tout, c'est lui qui me demandait et qui me questionnait, et je lui ai répondu et j'ignorais qu'il tenait ce document. Dans ce document, en marge de 2 noms, des annotations pour le moins gênantes. C'est marqué héritage 1, héritage 2, qui laisse supposer que c'était des clients qui étaient repérés pour leur fortune, quoi. Les enquêteurs vont jusqu'à penser que d'autres auraient pu subir le même sort que Simon, quoi. Les enquêteurs vont aussi bénéficier d'un témoin de taille, Olivier. C'est par les policiers qu'il va apprendre la vérité sur ses parents. Là, j'apprends toute une série de choses. C'était un peu, pas incompréhensible, mais incroyable à mes yeux, quoi. Déjà, quand on vous dit le premier truc, le mariage, comme quoi, homicide, tout ça, que j'avais un beau-père, voilà, déjà, ça se fait un coup. Donc, après, sur elle, ils m'ont appris un peu plus tard, pas le premier jour. Après, par la suite, ma mère était virée, c'était de la police, elle était gardienne de la paix. Donc, elle utilisait le téléphone rose, elle passait des annonces. Et tu cherchais les personnes âgées pour passer une bonne soirée. Bon, ça vous choque, ça aussi, parce que voilà, c'est votre mère. Quoi. Et moi, c'était pareil, c'est le premier qui touche à ma mère. Quoi. On voit ma mère tout le temps, on voit mes parents qui s'entendaient bien, ils s'entendaient super bien, on les voit tout le temps ensemble, et après, on vous dit ça. Et là, vous ne comprenez pas. Quoi. Je dis, c'est pas possible que ma mère ait trompé mon père. Et c'est là que tu vous expliques un peu le déroulement du pourquoi, du comment. Qu'est-ce qu'on était, pourquoi on était à Samora, qu'est-ce qu'on était fait, qu'est-ce que vous avez remarqué. Interrogé sur son emploi du temps pour le jour du faux accident de voiture, le jeune homme a conservé des souvenirs très précis. Et pour une bonne raison, le 12 juillet, c'est la Saint-Olivier. Avec son père Jean-Claude, il était en vacances près de Tordesillas. La veille de l'accident, ils font de la route au volant de leur 4x4 gris. En fait, ça fait comme un petit triangle. Donc entre Samora, Tordesillas et un petit village au-dessus. Et donc c'est vrai qu'on visite, je fais comme un petit triangle, quoi, comme ça. Et c'est vrai qu'on visite un peu ce tour-là et on y passe tout doucement et on se dit on visite, quoi. Je ne suis pas absolument sûr, d'une part, que Jean-Claude Vaz et son fils, la veille, soient passés par cette route-là sur laquelle le lendemain, Simon Jochimec allait trouver la mort. Je n'en suis pas sûr du tout. Le lendemain 12 juillet, Olivier et Formel, son père s'absente en début d'après-midi. Et après, il me dit, j'en viens, je vais faire une sieste. Parce que mon père, toujours après manger, je fais une sieste, une habitude, on va dire. Pour moi, il était dans la chambre. Donc voilà, après, je ne suis pas remonté ni rien. Je continuais, et puis après, je l'ai revu le soir. Il est revenu 2-3 heures après, il me rejoindre. Malgré les indices, les soupçons, les témoignages, le couple continue de nier. Les 2 amants très épris s'écrivent des lettres enflammées. Dans sa prison, Dominique Louis a même l'occasion d'enregistrer lors d'un atelier musical une chanson, peut-être dédiée à Jean-Claude. Je suis fière de toi, mon associé, plus fort que tout, notre amitié. J'aimerais te le dire, mais tu connais mes sentiments. C'est l'amour faux, ça ne va pas durer. « 2006, voilà bientôt 2 ans que Dominique Louis et Jean-Claude Vaz sont en prison.
Maître Saint-Pierre demande une nouvelle expertise qui lui sera refusée, l'étude des pneus de la voiture de Dominique Louis. Vous me dites, ça n'est pas votre 4x4. Hein, par conséquent, ça n'est pas forcément l'empreinte de pneus qu'il y a sur le pantalon de la victime. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse une demande d'expertise? Oui ou non? Il dit oui. Alors, il joue peut-être au poker, mais moi, je suis l'avocat d'un homme qui dit « je suis innocent ». Cette demande, elle est accessoirisée de quelque chose de très étonnant, puisqu'il y a une sorte de suggestion de ce qui pourrait être une explication à ce décès, en l'occurrence qu'il est possible que Simon ait été renversé accidentellement par Dominique Louis. Cette nouvelle défense est vécue comme un véritable désaveu pour Dominique Louis. Elle rompt alors avec son amant et demande à rencontrer le juge. Dominique Louis va demander à voir le juge et va demander à être réentendue. Elle va dire j'aimais Simon, sa mort n'est pas accidentelle, elle va faire des révélations, quoi. Et là, elle va dire qu'effectivement Jean-Claude Vaz était bien présent ce jour-là de juillet 2003, que c'est lui qui était au volant du 4x4, qu'elle avait fait descendre Simon pour un problème de pneus dégonflés, enfin pour un prétexte mécanique, et qu'au moment où Simon est descendu, Jean-Claude Vaz l'a volontairement percuté. Donc elle va l'accuser de l'assassinat. De sa cellule, Jean-Claude Vaz s'étonne de ces révélations bien tardives. Il est outré, il est scandalisé, il dit mais moi je vois pas pourquoi elle m'accuse de faits pour lesquels je suis totalement étranger et innocent. Et à ce moment-là, ça va basculer. C'est-à-dire que là, le couple va complètement exploser et ils vont s'accuser mutuellement, quoi. Et donc là, l'instruction bascule complètement. Grâce à ses aveux, le dossier est pratiquement bouclé. Le procès va enfin pouvoir se tenir. Il s'ouvre à Lyon le 21 janvier 2008. L'affaire qui est jugée à partir d'aujourd'hui aux Assises du Rhône ressemble à un vrai roman noir. Une veuve et son ancien amant comparaissent. Ils sont accusés d'avoir tué le riche époux de cette femme pour toucher un héritage de plusieurs millions d'euros. Une femme qui avait déjà un passé sulfureux. Elle avait dû démissionner de la police pour avoir vendu ses charmes sur Internet. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. Il était fier et heureux, Simon. À 75 ans, ce vieux garçon avait enfin trouvé une femme. Une très belle femme au physique de mannequin, de 31 ans, sa cadette. Il va durer près de 2 semaines. L'ambiance est électrique. Dominique Louis s'y présente en femme soumise, sous influence de Jean-Claude Vaz. Lui se dit innocent. J'ai véritablement senti pendant ces 2 jours de procès, ou ces 2 semaines de procès, pardon, la facticité la plus totale de cette personne. Elle ne sait jamais... Monsieur Vaz a été ce qu'il est, en fait, finalement, ce qu'il est réellement dans la vie. Elle, ce décalage, elle a voulu nous montrer une femme victime. Et je crois que c'est ce décalage qui était désagréable. Voilà. Olivier Vaz est entendu. Malgré son amour pour ses parents, son témoignage est accablant et produit une forte impression. Mon père, quand même, c'est toute sa vie, enfin, les 10 dernières années, il était que pour moi. Il a vécu que pour moi, donc on ne peut pas le renier, mais en même temps, on ne sait pas où se mettre, là. On a envie un peu d'aller vers eux, parce que, c'est vrai que les parents, j'ai reçu une bonne éducation grâce à eux, j'ai pu passer quand même les diplômes, ça, c'est quand même grâce à eux, car je parle 3 langues, c'est grâce à lui. Il a comparu comme témoin devant la cour d'assises, bouleversé et bouleversant. C'est un garçon qui est vraiment une victime dans cette histoire-là. Voilà, en sortant du tribunal, j'ai pas pu m'empêcher de dire excusez-moi de la part de mes parents. Je m'excuse vous allez faire ça. Car... Mais un élément va définitivement sceller le sort de ses parents. Il est décidé de produire au procès les enregistrements des écoutes téléphoniques. Au procès, ce qui a été terrible et ce qui a vraiment complètement fait, je dirais pas basculer, mais plomber leur cas, c'est la diffusion des écoutes téléphoniques au procès, quoi. Ça a été terrible. Parce que là, on a senti une connivence totale du couple qui évoquait la victime de manière assez cynique, et ça les a tués, quoi. Les conversations enregistrées qui ont été diffusées à l'audience auront été dévastatrices. Mettez-vous à la place des avocats de la défense.
Vous dites, c'est un moment de solitude. Elles nous apprennent la complicité, elles nous apprennent la machination, elles nous apprennent la haine de Madame Dominique Louis à l'égard de son mari. Le sort des amants maudits, dans l'esprit des personnes présentes à l'audience, est désormais lié. C'est vrai que le couple, l'impression qu'il a laissée à travers le procès, c'était quand même un couple qui était dans une connivence, dans une complémentarité, quoi. Les experts ont parlé d'une complémentarité criminelle. Enfin, tout ça a fait que c'est vrai que moi j'avais une certaine gêne et je ne l'ai pas cru un instant. Voilà. Alors après, c'est pas le combat de l'authentique Jean-Claude Vaz contre la diabolique Dominique Louis. C'est un couple diabolique. Mais je n'ai pas eu l'impression que peut-être d'autres ont eu, hein, d'une femme sous influence. Le 1er février 2008, la sentence tombe. Jean-Claude Vaz est condamné à 30 ans de réclusion. Il décide de faire appel. Jean-Claude Vaz, lui, reste dans cette logique de dire « je suis innocent ». Donc le combat continue et il se battra jusqu'au bout pour prouver cette innocence. Dominique Louis est condamné à 28 ans pour complicité de crime, pratiquement le maximum. C'est considérable. Et c'est sûrement le fait qu'elle n'a pas été crue. Pourtant, elle décide de ne pas faire appel. Ce choix aussi, enfin, on en a parlé là, de ne pas avoir interjeté appel, ça peut s'interpréter de plein de façons. Mais moi, je l'interprète aujourd'hui, au vu de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, comme peut-être comme un choix de courage. De courage. Elle n'a plus voulu jouer, quoi. À l'énoncé du verdict, Olivier le fils est effondré. Le verdict est un peu plus dur quand même. Quand il tombe, c'est beaucoup plus dur. Car à la fin, j'ai le droit d'aller voir mon père et ma mère. Mais bon, c'est vrai que là, c'est dur. Car ouais, on entend la sentence du juge, mais bon. Après, ça ne va pas changer, on va dire, grand-chose pour moi, quoi. Je savais qu'ils n'allaient pas ressortir le lendemain. Là, j'attends juste l'appel de mon père et au moins après, ce sera vraiment fini. Et là, je m'occuperai vraiment que de moi. Je continuerai à les voir ou à les écrire, mais ce sera tout. Le procès n'a pas répondu à une question. Pourquoi fallait-il tuer Simon Jochimec? Ce vieil homme que l'on décrit souvent comme gentil, presque bené, n'avait plus toute la vie devant lui. Pourquoi le tuer? À la limite, on peut considérer que sa fortune est à portée de main, qu'on a acheté une maison, que le mariage est consommé, qu'il y a une procuration sur les comptes. Tout est en place. On n'a plus besoin de lui, à la limite. Pour ça qu'on le tue. On n'a plus besoin de lui. Et à la limite, il ne peut que gêner. À sa façon, cette histoire a fait un heureux. Le cousin de Simon Jochimec. Malgré leur brouille trentenaire, cet homme va hériter d'une fortune. C'est pas de mon rôle de vous donner une somme, hein. Mais même si j'ai une volonté d'esquiver, le chiffre, et là en toute honnêteté, n'est pas établi aujourd'hui. On a eu de tout, hein, dans cette succession, hein. Vous êtes passé de 15 millions d'euros à 3 millions d'euros, de fonds suisses en fonds espagnols. Bon, aujourd'hui, la succession est tellement complexe qu'elle n'est pas établie à ce jour. Et donc je serais bien en peine de vous donner un chiffre, parce que je ne le détiens pas. Mais cette affaire a surtout brisé une famille et un fils, Olivier, qui aujourd'hui encore lutte pour s'en sortir. Je vois plus mes parents, quand on voit des fois sortir d'école, voilà, les petits, ça va, ils sont dans les bras de papa, maman, voilà. Ça fait mal, ça, quand on voit ça. Quand on voit ceux du CFA, je dis ouais, ben moi je reviens encore chez papa, maman, et puis les tiens, ils font quoi, quoi. Donc là, c'est dur à répondre. Ça, c'est vraiment les durs moments, on va dire. Le procès de Jean-Claude Vaz est prévu à l'automne. Il est encore à ce jour présumé innocent.